Je vous remercie et vous-même, Sahar Mdanek. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté donc notre invitation. C'est un plaisir. Je disais tout à l'heure, vous êtes l'une de nos conteuses préférées. Eh ben, j'en suis ravie. Voilà. Merci, ça me touche. Et aujourd'hui, j'avais dit que nous consacrons cette émission aux contes et aux bourqalet. Et avec vous, Madame Hanifa, nous allons plus nous intéresser aux contes et parler un petit peu de cela avec vous. Et la première question qui vient à l'esprit, quelle est la spécificité des contes algériens tout d'abord, de cette tradition, de notre tradition orale? Si vous le permettez, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien reprendre une anecdote d'Albert Einstein. Une dame lui a posé la question une fois, que faire, quelle lecture recommander à son fils afin que plus tard il soit un illustre et brillant savant scientifique. Alors il l'a fixa bien droit dans les yeux et lui a dit, faites-lui lire des contes de fées et encore des contes de fées. D'accord. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Alors par rapport à votre question, spécifiquement parlant, les contes traditionnels algériens sont uniques et on le sait. En plus de leur côté merveilleux, ils éduquent l'enfant tout en étant pédagogiques et de loisirs. Les contes traditionnels montrent et démontrent à l'enfant que, sans aucune ambiguïté, que être patient, bon, être tolérant, être, comment dirais-je là, obéissant envers les parents, eh ben, ça ne peut que nous faire du bien. Tandis que lorsqu'ils font du mal, lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils font des choses contraires aux règles, aux principes, eh ben, ils ne sont que... c'est pas bon, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas, tout simplement. D'accord, voilà. Très bien. Donc, et les contes, ils ont de la moralité. Oui. Ils sont pleins de moralité. Justement, c'est ça l'importance des contes, c'est la moralité qu'en tirent les enfants. Exactement. Les contes traditionnels, par rapport aux contes contemporains, ils ont ce côté yirabbéou. Ils éduquent l'enfant. Voilà. À travers le conte, on n'a même pas à lui expliquer, à lui dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Eh ben, en écoutant le conte, il comprend ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas. Voilà. Du conte. Très bien. Et à quel âge les enfants commencent à comprendre justement la moralité des contes? Je pense que c'est vers les 7 ans déjà, ça commence un petit peu, 7 ans, 8 ans, 10 ans, oui, ils comprennent très très bien. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux contes? Quels sont les contes les plus populaires chez nous? Les contes les plus populaires, à mon humble avis, je parle de l'algérois et ce que je connaissais étant petite. Tradition orale. Voilà, il y a la fameuse Bogart Letama, la vache des orphelins, le Lundia Bint El Roul, quoi encore? Ça m'échappe là. Je les ai plus en tête. Bogart Letama, si je ne l'ai pas cité. Si. Voilà. Le Mqidj Boulahmoum, en Kabylie appelé Bladjot. Tout à fait. Et puis il y a aussi les contes, les légendes contées. Oui. Avant, on ne racontait pas sur les saints, sur Sidi Abdelrahman, sur Walid Adda, sur Sidi Bougdour. Mais là, aujourd'hui, on raconte. Ça m'est arrivé de raconter même l'histoire de Rasoul alayhi salatu wassalam, pour des enfants qui ne savaient pas ce qu'était le Mouloud. Et là, j'ai dû expliquer, commencer par « Il était une fois en telle année, voilà, un enfant est né. » Voilà, j'ai repris comme une histoire et les enfants avaient tout compris, l'histoire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le message passe bien, on va dire, à travers le conte. Par exemple, l'histoire de Walid Adda.
et son bâton magique. Vous êtes, voilà, vous connaissez l'histoire de Walid Adda, de Sidi Bougdor et les fameuses marmites qui ont ramené la paix, apporté la paix en ce temps-là. Et puis Sidi Abdelrahman Taalibi. Donc tout ça, c'est des légendes contées. On peut raconter ces légendes sous forme de contes merveilleux, mais à mon avis, les contes les plus, du moins ceux qui m'ont façonné, c'est les contes merveilleux. Et avec le merveilleux, l'enfant est emporté. On nous dit, là de nos jours, le drari, ça n'existe pas, les contes de fées, ils disent n'importe quoi. Je leur dis, ok, ils me posent la question, et vous, est-ce que vous y croyez? Je dis, oui, moi j'y crois. Mais vous n'êtes pas obligé de croire. Voilà. Et quand je raconte l'histoire, je vois des étoiles dans leurs yeux, je les vois partir, je les vois vraiment dans le conte. Oui. Voilà. Très bien. Et justement, pour que les enfants soient encore plus dans le conte, est-ce qu'il faut avoir une ambiance particulière? Est-ce qu'il faut les mettre dans une ambiance C'est préférable, bien sûr, s'il y a une ambiance conte. Moi, là où je vais, je fais le conte. J'ai mon petit matériel, j'ai mes petites lampes pour faire un petit peu tamiser. Je demande à ce qu'on me mette des tapis. C'est mieux d'être... On se met par terre, on se met par terre, c'est ça la tradition. Même si moi, je ne sais pas, une fois j'ai essayé, mais je n'arrive pas à compter assise par terre. Je ne sais pas. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de gestuelle aussi. Tout à fait. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aller vers le public, de lui parler, de le faire participer et surtout de l'emmener avec moi. Parce que quand je suis partie, je sais que mon public, il est parti avec moi. Voilà, c'est ça, si je ne bouge pas, personne n'est parti. Je dois être partie, je dois voyager et ainsi être sûre d'avoir pris avec moi l'assistance. C'est tout un art justement de raconter un conte. Il faut aussi aimer, c'est tout un art, mais je crois qu'il faut aimer aussi. Je crois qu'il faut aimer. Je pense qu'il faut être, je ne vais pas dire quand même une âme spéciale, non, mais une âme peut-être pas charitable non plus. Rêveuse, humaine, un petit peu humaine, ressentir. Oui, ressentir au plus profond les besoins des autres et surtout des enfants. Parce que là, un enfant, même aujourd'hui, à notre époque, malheureusement, les enfants ils connaissent pas trop les contes. Oui, justement. Et puis la première des choses, ils disent bon alors, tu vas écouter, et là, un enfant, ça reste toujours un enfant, Leïla. Lia. Il reste toujours un enfant au fond de lui, dans son cœur, il est toujours un enfant. Même s'il a la tablette, même s'il sait tout ce qui se passe virtuellement, ça reste qu'il a un cœur d'enfant, qu'il rêve, ils ont besoin de rêve. C'est vrai, et c'est ce que justement procurent les contes. Vous les racontez, vous excellez justement dans votre manière de les raconter, Madame Hanifa. Vous m'avez vu? Oui, j'avais fait un reportage avec vous il y a quelques années de cela. Mais vous écrivez aussi des contes, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous parler des contes que vous avez écrits et de quoi ils parlent? Oui, moi mes contes... il parle déjà de l'enfant d'aujourd'hui, de l'enfant, fille ou garçon algérien, de ses conditions sociales et culturelles. Donc, par rapport à l'enfant algérien, je fais des contes. Par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à leurs besoins, à leurs rêves. Donc, je crée des contes. Je peux vous donner la plupart des contes que j'ai faits. En fait, c'est des enfants qui me parlent d'une détresse ou d'un rêve. Et moi, voilà, vous développez un petit peu. Je le développe et il y a toujours une note d'espoir dans mes contes. Je sais pas. Et donc, j'ai écrit pas mal de contes. J'en ai publié aussi. Entre autres, Fatima et la Lune. Donc, c'est l'histoire, je dirais, un petit peu vraie, d'une enfant une enfant unique, gâtée, qui on faisait voir à ses vieux parents. Ils l'ont eu à un âge un petit peu avancé.
Et puis là, voilà, ils étaient vraiment désespérés. Il n'y avait rien à faire pour cette petite qui commençait mal. Et puis, là, j'ai créé une histoire par rapport à cette fille. Elle s'appelle Fatima, elle ne s'appelle pas Fatima. Et puis, voilà, dans mon histoire, l'histoire de Fatima et la Lune, c'est une enfant donc gâtée et insupportable. Et puis un jour... Capricieuse. Très capricieuse, oui. Et puis un jour, surtout, j'allais dire méchante, même si je n'aime pas dire méchanceté pour les enfants. C'est un conte, ça reste un petit peu, il y a un peu d'imaginaire, on va dire. Tout à fait. Et ben, elle se retrouve emportée par la Lune qui l'a emmenée visiter les 4 continents. Elle a eu de la là chance. où il y avait, oui, mais c'était vraiment choisi, là où elle a emmené. C'était voir dans un pays, je ne me rappelle plus, dans quel pays, je crois en Afrique, où il y avait la famine. Elle voyait de ses propres yeux. Et puis elle disait à la Lune, voilà, non, non, je ne veux se rend plus. compte justement de la chance qu'elle a. Dans un pays où il y avait guerre et conflit, elle a vu, dans ma tête, c'était la Syrie, c'était en ce temps-là que j'ai fait ce conte. Donc elle a vu des enfants courir sous les bombes, sous les bombardements, des maisons complètement détruites. Et puis dans un autre pays où elle a vu, dans un hôpital, elle a vu des enfants malades qui manquaient de soins, qui manquaient de médicaments. Elle a vu pas mal de choses en une nuit, et c'est là qu'elle a compris la chance qu'elle avait d'être entourée, d'être chez elle, d'avoir ses parents. Et depuis ce jour-là, c'est un petit peu... mes contes, je crois qu'ils éduquent l'enfant, sans lui dire... sans donner d'ordre, on va dire. Ça évite les situations de conflit pour les parents, peut-être aussi. Tout à fait. Et sans faire de moralité. Je ne fais aucune moralité. L'enfant, il comprend, et je vois les enfants, quand je raconte certaines de mes histoires, je les vois, je vous assure, rêveurs. Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais... Je sais que le conte, ou les contes il réalise que c'est c'est vrai transmettre. Qu'il y a un message. Moi, je transmets des messages à ma façon. Oui. Et ça marche très bien, j'imagine. Oui, avec oui, ces oui, tout à fait. Et justement, en plus de faire passer ces beaux messages, ces moralités qui vont bien évidemment servir aux enfants, vous les formez au conte. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces ateliers que vous organisez avec Madame Hanifa? Oui, j'ai toujours formé un petit peu dans des petites écoles, mais c'était bref. Et puis là, depuis le début de l'année, cette année, dans un centre, c'est le CIDEF, c'est le Centre d'information et de documentation sur les droits de la femme et de l'enfant, qui nous a ouvert très généreusement ses portes. On l'en remercie. Donc là, actuellement, j'ai trois filles de 9 à 10 ans qui sont dans cet atelier. Et je peux vous dire que là, elles ont réalisé le challenge de faire en l'espace de 2 mois, 2 mois et demi, 3 prestations. Et pour l'information, ce soir, Inch'Allah, elles vont se faire une représentation au musée Bardot. D'accord. Voilà. Donc ça sera une soirée dédiée au conte. Conte, et il y aura autre chose aussi. Voilà, il y aura autre chose. Donc, oui, je les initie. Au début, elles étaient très intimidées. Elles disaient non, j'aime pas les contes. Déjà, elles avaient toujours la tablette ou le portable. Je leur disais non, vous venez à mon atelier, pas de ça. Je leur expliquais un petit peu qu'ils passaient à côté de choses merveilleuses. Et là, maintenant, ça y est, c'est le conte. Elles arrivent, par exemple, je leur donne quelques petits mots, 8, 10 petits mots. Je leur dis avec ça, et encore c'est des mots qu'elles choisissent. Ça veut dire, vous l'avez voulu. D'accord. Mais voilà, je ne vous ai pas forcé. Avec ça, essayez de me faire un conte. Elle développe un conte par rapport à une image, par rapport à, je ne sais pas, par exemple, on voit le khayma, le paysage du sud. Et voilà, maintenant c'est très facile pour elles. Je peux dire que elles ont appris à faire fonctionner, voilà, ce n'est pas le mot, leur imaginaire. Voilà.
Très bien. Et elles font ça tous les week-ends, une fois, deux, Les trois fois mardis par et semaine? les samedis. D'accord, donc 2 fois par Voilà, semaine. 2 fois par semaine, à raison de 2 heures par atelier, pour activer un petit peu. Moi, j'ai toujours rêvé d'assurer la relève, parce Oui, que on n'a justement. pas assez de C'est ce compteurs, que de j'allais y conteuses venir chez nous. justement. Aujourd'hui, c'est important de perpétuer cette Exactement, tradition orale, ne pas la perpétuer. perdre. Oui, on est au pays de l'oralité, le pays d'Al-Mhadjat, y compris tout le Maghreb. Hein. Et là, voilà, je vois qu'on n'a pas assez de compteurs. Ou alors, je dirais que ceux qui existent, bon, je ne veux pas critiquer, mais je n'appelle pas ça compter. Quand on dit n'importe quoi, ce n'est pas un conte normalement herbé. Bien sûr. Voilà, il doit éduquer l'enfant. L'enfant doit... Dans le temps, je pense que on n'avait pas besoin d'emmener son enfant chez un psy. Hein. Dans le conte, il trouvait tout. Il trouvait tout, absolument tout. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, en plus de travailler avec les enfants, vous avez une actualité toujours en rapport avec le conte. Toujours très active, surtout pendant ce mois de Ramadan. Je prépare, Inch'Allah, je prends l'avion le 1er mai, Inch'Allah, pour l'Hexagone, où je dois assurer 4 soirées contes pour enfants et une formation. Je forme des enfants pour une pièce de théâtre qui parle, parce que là c'est un sujet là actuellement en France, enfin à partir c'est de ce mois d'avril. Une pièce donc sur les contes et pièces de théâtre sur l'environnement et les problèmes climatiques qu'on vit. Préserver l'environnement, voilà, justement, préserver, les parler, aux gestes. sensibiliser. Et donc, j'ai travaillé 4 nouveaux contes. Je peux vous donner les titres. Oui, justement, là, vous n'avez pas assez parlé de vos contes, Madame Hanifa. Bon, voilà. Donc, à part la petite fille, la capricieuse, oui. qui a bien compris. Il y en a tellement, je vous assure, il y en a tellement que je n'ai même pas eu le temps de faire une petite liste. Donc, je vous parle des plus récents, donc de ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de compter ici, puisqu'ils sont encore tout frais. Alors, c'est Gomme Gomme le chewing-gum, parce que j'apprends aux enfants, et même aux enfants de chez nous, Inch'Allah, je leur apprendrai, je le dis des fois déjà, que le chewing-gum, il est très néfaste pour l'environnement. Un chewing-gum jeté par terre ou collé contre une table, ça met des années, plus de 10 ans à se détériorer. Et ça fait des dégâts. Donc, Gomme Smito, Gomme le chewing-gum, avec un titre, on va dire, ça attire les enfants. facilement, Gomme qui voyage sous la chaussure d'un monsieur, et puis il se retrouve, il voit tout ce qui se passe, même dans les fonds marins. Donc voilà. Et puis j'ai aussi la nature en colère. Ça parle d'arbres, des arbres dans une forêt qui sont très en colère. Et ce jour-là, ils décident, ils décident de se révolter et d'aller attaquer les bûcherons d'un village qui les coupent tout le temps. Et puis bon, voilà. Donc ça se termine bien, alhamdoulilah. Ça se termine toujours bien dans mes contes. Puis j'ai encore une autre, donc pour l'Hexagone, c'est l'arbre merveilleux. Ça, ce sera pour une soirée adulte. Donc c'est pour les retraités, c'est pour les personnes de notre âge. C'est un conte merveilleux aussi, qui parle aussi justement de voilà, parce que le problème, les problèmes de l'environnement, les changements climatiques, ça me perturbe beaucoup, quelque part. Ça perturbe tout le monde. Il faut justement sensibiliser les enfants aussi, c'est très important. Les adultes aussi, les adultes, oui. Parce que les enfants, vous avez raison. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les enfants? C'est qu'ils ne peuvent que subir. D'accord? Donc, voilà, pour les adultes. Et puis, il y a d'autres contes. Et justement, est-ce que vos contes sont disponibles en librairie, Madame Hamouche? Non. Si les parents... Non. Malheureusement. Non.
Ben, je ne vais pas raconter. C'est lors, oui. Donc les enfants ont la chance de découvrir. En fait, j'ai publié pas mal. J'ai publié Tiziri au royaume des abeilles et Fatima et la lune qui sont écoulés et d'autres contre. Ben, il s'est passé quelque chose que mon éditrice, je ne vais pas donner le nom de l'édition, elle s'est exilée au Canada. D'accord. Et puis je ne sais plus où ce que sont devenus mes livres. J'ai cherché, mais voilà. D'accord. En tout cas, les enfants ont la chance. Et on m'a dit qu'ils sont dans les bibliothèques de certaines écoles en Kabylie. Bon, d'accord. Et les enfants, bien évidemment, ont la chance d'apprécier vos contes lors des rencontres que vous organisez. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours venir. Je vois les étoiles dans leurs yeux, je les vois partir, je les vois. Une fois, je devais faire au jardin d'essai sur l'allée des Platanes. Et puis le matin, la matinée, je suis passée sur l'NTV. Et là, elle m'a posé la question, l'animatrice. Donc je pourrais, je dirais, accepter, contrôler combien d'enfants lors de mes raconteries. Pour moi, c'est quoi cette question? C'est pas une question là pour moi. Elle m'a dit 20 enfants, c'est un peu trop. Je lui dis écoutez, si je n'ai pas plus de 300 enfants, je ne suis pas satisfaite. Surtout que l'endroit s'y prête. Et la matinée et l'après-midi, j'étais donc au jardin d'essai. Et puis là, voilà, on m'emmène devant l'allée là. Et j'étais impressionnée par le nombre de gens. Oui. J'étais vraiment, j'avais des frissons, j'étais contente, et je me suis oubliée, je me rappelle, je racontais jusqu'à ce que le technicien vienne me parler comme ça discrètement. Madame, on doit remettre le matériel. Oui, c'était la fin. J'ai dépassé mes 2 heures. Vous n'avez pas senti le temps passer. Et puis là, j'ai arrêté net mon compte là, parce que les gens étaient là, ils ont demandé. Encore, oui. C'est vrai que j'étais épuisée, mais j'étais heureuse de leur donner du bonheur. Partager ça avec autant de personnes. Et je m'excuse auprès du public, je dis, je dois m'arrêter. Et j'entends une voix derrière moi qui me dit, Madame, vous avez demandé 300, on est 1000, elle a dit, façon de parler. Voilà. Et là, j'ai vu qu'ils ont suivi l'émission, ils ont venu, et c'est, voilà. Très bien, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, en tout cas. Vous êtes une fierté, bien évidemment. Et on vous souhaite plein de courage. Merci et beaucoup. Plein d'autres rencontres, plein d'autres événements autour du conte, bien évidemment, avec les enfants et les parents. Beaucoup. En tout cas, on sera ravis d'assister à ce genre d'événement. Un petit extrait? Oui, allez-y. On a le temps. Oui, bien sûr, allez-y. Allez. Oui, un petit extrait avant de finir. كان يا مكان في قديم الزمن الحبق والسيسان في حجر نبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يحكيو الناس زمان على واحد الشيخ فقير ومغبون عنده 7 بنات 7 كروش يعيشهم يا ليليا وعشات الليلة ما سعوهاش. واحد النهار اللي كانت الجوع تقطع لهم في كروشهم راح للغابة يحوس كاش حشيشة يصبروا بها الجوع كما اليوم وتم في الغابة اسمع يا الغيت دار وشاف واحد الغار وفي ذاك الغار كان 7 حلو في الغابة حنش واحد الراجل انتقل حنش وقال له نحبس هنا. Vous êtes parti. Oui, je continue? Oui. Je ne vais pas toute la terminer, l'histoire. Vous auriez dû choisir une courte histoire de la terminer. Je vous inviterai un jour à venir l'écouter si vous voulez. En tout cas, vous nous emportez merci beaucoup. Avec votre manière de raconter. Merci beaucoup. Voilà, je ne veux pas trop abuser. Je sais qu'il y a d'autres invités. يعطيك الصحة en tout cas. Donc encore une fois, سحر رمضانك. تعيدي بالصحة والهنا, comme on dit, parce que c'est bientôt, on ne va pas vous revoir. Et puis, Inch'Allah, que l'événement se passera très bien. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à revenir nous raconter comment il s'est déroulé. Avec grand plaisir. Très bien. Merci, Madame Hanifa.